Alors, comment voulez-vous qu'un homme comme celui-là comprenne quelque chose à l'affaire d'Oumaouche? Et avec elle regarder du reste. Là-bas avait eu tout le temps de l'étudier, ces jours-ci. Une très haute taille, un visage osseux. On voyait bien qu'il ne mangeait pas beaucoup dans le maquis. Et encore, celui-là c'était un chef. Un profil d'adolescent, malgré le collier de barbe noire, des yeux sombres enfoncés, et puis surtout ce regard lointain, absent, cet air de ne pas être là, comme s'il poursuivait un interminable rêve intérieur. Non, inutile d'insister. Lava, qui s'y connaissait en homme, savait que le barbu écouterait comme distraitement le discours d'Ouali, dirait non, doucement, mais irrévocablement, puis retournerait aux figures de son rêve, qui va être loin, bien loin de Lava, d'Ouali, d'Oumaouche, loin de Tasga, loin de tout. Aussi Lava résolut-il de parer tout de suite. Dadi, le barbu, pourquoi pas le bey de Tunis ou l'empereur des Indes? Dis tout de suite que tu as peur. Le visage d'Ouali se rembrunit. Lava sentit qu'il était allé trop loin. C'est bien, dit-il, c'est moi qui... Je repartirai demain dans la tribu d'Oumaouche. Coupa Ouali, et il se leva pour partir. Moi, depuis quelques jours, va plus mal. Il ne mange presque plus. Se plaint à chaque instant que sa tête peut éclater. Nous avons dû le faire monter d'Afir et mettre un jeune berger à garder le bétail à sa place. Mais dans quelle chambre le mettre? Toutes celles de notre maison sont occupées. Et puis, nous avions peur que Mouah fût atteint du typhus et que, si nous l'installions parmi nous, il nous contaminât tous. Aussi mon père nous a-t-il proposé de lui aménager un ceste où nous avions remisé les jarres inutiles, les meubles cassés ou hors d'usage, toutes les vieilles choses qui avaient cessé de nous servir à cause de leur vétusté, ou simplement parce que, sans raison précise, d'autres les avaient remplacées. Depuis l'époque lointaine où nous n'y étions plus, nous ne l'avions plus jamais ouverte. Asie et moi, par une entente tacite, les autres, parce qu'ils n'en avaient jamais eu besoin. Du reste, Asie gardait, si elle ne l'avait pas perdue, l'unique clé qui ouvrit la porte. Pour une fois, nous fûmes d'accord, ma femme et moi, pour dissuader mon père, qui ne voulait rien entendre. Quand nous nous rangeâmes enfin à son avis, Asie alla chercher la clé. Elle resta longtemps et finalement revint nous apprendre qu'elle ne la trouvait pas. Nous dûmes installer moi dans la pièce où Idir, disparu depuis plusieurs jours, ne dormit plus. Ouali est venu nous rendre visite hier à minuit. Il avait l'allure guerrière. Ouali avait sa mitraillette italienne, ses sandales de cuir de bœuf,
comme en portent les paysans chez nous, ses moustaches en pointe. Deux camarades l'accompagnaient. Il était en train de me parler de ses camarades quand la voix bredouillante de Mouh se fit entendre. « Il est toujours malade ?» dit Wali, comprenant tout de suite ce que c'était. « Oui, dis-je. Puis-je le voir ? Je sais que j'abuse de ta bonté, mais Mokran, que veux-tu ? Ça a été un bon camarade. Et puis dans la vie que je mène, il faut se hâter de tout prendre au passage. » « Naturellement, fis-je. Je vais tout de suite te conduire près de lui. » Nous laissâmes près du feu les deux compagnons qui, depuis leur arrivée, n'avaient pas une fois desserré les lèvres. Et Wali me suivit dans la chambre d'Idir. Je poussai la porte doucement. Wali alluma sa pile électrique, chercha dans l'ombre le lit, et quand il le trouvait, braqua le faisceau sur moi. Il ne put réprimer un mouvement de frayeur. Le malade était étendu sur le dos, la tête sur l'oreiller, balancée vers l'arrière. Il était squelettique, et sous les couvertures, son mince corps se devinait à peine. Sa bouche était ouverte, et tout son visage avait ce masque rigide, glabre, immobile, des figures mortes. Il lui manquait cependant la sérénité. L'expression de tous ses traits était douloureuse et difficile à supporter. Pour comble, Moh avait fermé ses yeux, qu'avait fait le charme de ce visage épuisé, souffreteux. Des syllabes indistinctes sortaient de sa bouche. Quelquefois, cependant, nous reconnaissons quelques mots. C'étaient en général les noms des morts de notre famille, disparus quelquefois depuis très longtemps. Notre berger les appelait à plusieurs reprises, et les uns après les autres, désespérément, comme si aucun d'eux ne voulait lui répondre. Wali, ne sachant quelle contenance prendre, et surtout effaré que les traits qu'il avait connus si beaux fissent à ce point défigurés, prit le parti d'appeler. « Mouah, Mouah, bonsoir, Mouah. » Mais au lieu de lui répondre, Mouah héla à son tour des hommes, des femmes inconnus de nous. Wali se sentit gêné. Il dérangea la série de fioles rangées sur une table à côté du lit et m'offrit tout de suite de sortir. Moi se tut un instant. Quand nous fûmes à la porte, nous l'entendîmes qui appelait de nouveau longuement, désespérément, les figures de ses cauchemars. L'aube n'avait pas encore paru quand Wali me réveilla. Il était temps pour lui de partir. La pluie continuait son clapotis minutieusement monotone. Malgré toutes les précautions que nous prenions pour n'éveiller personne, nous vîmes bientôt mon père venir à nous. Pendant que Wali et ses camarades s'apprêtaient, il alla voir Mouah dans sa chambre. Il ne tarda pas à revenir. « Il est nécessaire, me dit-il, que tu ailles chercher le médecin, et le plus tôt serait le mieux. Prends ton burnous de poil de chameau, selle le mulet, et pars tout de suite. » Le docteur de colonisation était à 18 kilomètres de Tesca. Il faisait noir, et la pluie, qui n'avait pas cessé de tomber hier, avait dû défoncer tous les chemins.
Néanmoins, il fallait y aller, car l'état de moi avait empiré. Si tu fais vite, Mokran, me dit Wali, nous pourrions partir ensemble, car nous prenons la même route. J'entrai prendre mon gros bournous brun. Dans ma chambre, la lampe achevait de s'éteindre. Asie dormait, assise près de la cheminée, la tête et les épaules appuyées contre le mur. Elle avait dû attendre près du feu que je rentrasse, puis le sommeil l'avait gagnée. J'ouvris assez doucement le grand bahut de bois de frêne, pris mon bournous sous un tas de couvertures et sortis sur la pointe des pieds. Mon père avait déjà scellé nos 2 mulets. Nous nous engageâmes tout de suite dans le chemin raviné et caillouteux qui menait vers le nord. Nous marchâmes longtemps, sans mot dire. Wali devant, le doigt près de la détente, moi derrière, et les autres fermant la marche. À un détour du chemin, comme l'aube commençait à poindre, je vis la silhouette d'Ali disparaître brusquement dans les broussailles, au-dessous de la route. Je me retournai. Les 2 autres n'étaient déjà plus là. J'entendis seulement des voix qui me disaient au revoir et me remerciaient pour mon hospitalité de cette nuit. Le docteur ne voulut d'abord pas venir. Par ce temps de chien, il m'assura que souvent les biens portants s'alarment inutilement pour la santé d'un malade qui en réalité ne va pas si mal. Je dus donner des détails, insister. Monsieur Nicosia daigna enfin m'entendre, mais malgré mes efforts, nous ne partîmes qu'après 2 bonnes heures que le docteur passa chez lui à se préparer, me dit-il. Nous revînmes avec cette pluie fine, obstinée, menue, infatigable. Près de 3 heures après, vers le milieu du jour, nous arrivâmes à Tesga. Les chemins étaient vides. Durant tout le parcours, le docteur n'avait desserré les dents qu'une fois pour bougonner, fichutant de nom de Dieu. Près de la place, je trouvai blotti, sous notre grande porte cochère, le petit berger qui avait remplacé moi. Il grelottait de froid, et de grosses larmes coulaient de ses yeux. « Tu as froid, dis-je. »« Non, dit-il. » Son regard cherchait obstinément à éviter le mien. Je le pris par le menton. « Regarde-moi. » Il lança sur moi très vite un regard bref et mouillé de chien battu, et j'eus soudain peur d'avoir compris. Je regardai autour de moi. Personne nulle part dans la maison, pas un bruit, que les petits pas feutrés de cette énervante pluie. Alors, je ne doutai plus. Je compris que moi, mon petit camarade, moi, des halal, comme les enfants disaient, n'était plus. Je laissai là le berger et menai le docteur droit dans la chambre où j'avais laissé moi malade. Le vestibule était bondé d'hommes et de femmes assis ou debout en silence. 2 ou 3 seulement relevèrent lentement la tête pour regarder passer le médecin. « Je crois que nous arrivons trop tard, » dit monsieur Nicosia. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.